aussi une association qui essaye d'aborder, d'explorer la notion de langage dans le cinéma sous toutes ses formes, que ce soit le langage politique, social, artistique ou encore musical. Nous sommes implantés dans deux cinémas, donc ici les Trois Luxembourg, dans lequel on propose des films autour de la notion de vérité. Nous sommes également implantés à l'Espace Saint-Michel, dans lequel nous abordons des films autour de la thématique du mensonge. Donc on essaie vraiment d'explorer cette dichotomie, cette opposition entre mensonge et vérité, toujours sous le prisme du langage. Donc ce soir, vous allez assister à la projection du film Et la vie continue d'Abbas Kiarostami, qui est un cinéaste iranien qui a grandement contribué à la modernisation du cinéma iranien à partir des années 70. Et donc ce film s'inscrit en tant que deuxième volet de la trilogie de Cocker, qui a commencé avec le film Où est la maison de mon ami et qui finit par Au travers des oliviers. Donc ce terme de trilogie de Cocker n'est pas utilisé par Abbas Kiarostami, car il n'avait jamais eu pour idée de faire une trilogie, mais ce terme est surtout utilisé par les théoriciens et les critiques de cinéma pour dire que ces trois films ont une caractéristique commune, qui est que ces films ont été tournés à Cocker, qui est un village de la région du Guilan, donc une région du nord de l'Iran. Et donc ce film, pour mettre un peu plus de contexte, a été réalisé peu de temps après la catastrophe du coup liée au séisme en Iran dans les années 90, qui a fait plus de 45 000 victimes. Et donc dans ce film, vous allez suivre la quête d'un réalisateur avec son fils qui vont retourner sur les lieux de tournage du film Où est la maison de mon ami pour essayer de retrouver du coup les acteurs du film après cette catastrophe. Et donc ce soir, nous aurons la chance d'accueillir Jean-Michel Frodon. Bonsoir. Merci d'être là. Donc vous êtes historien et critique de cinéma. Vous êtes également ancien directeur des cahiers de cinéma et aussi enseignant à Sciences Po Paris et aussi en Écosse. C'est fini. Okay. Et vous êtes également écrivain, puisque vous avez notamment publié un ouvrage sur Kiarostami avec Agnès de Victor qui s'appelle L'œuvre ouverte et qui est apparu aux éditions Gallimard en 2020, si je ne me trompe pas. Et avant de lancer la projection, est-ce que vous pourrez en dire plus sur le contexte historique du film et également sur la place qu'occupe Et la vie continue dans la trilogie de Cocker? Oui, merci de l'invitation et de l'introduction, puis surtout merci à vous d'être là si nombreux, ça fait très plaisir. Je vais pas dire grand-chose avant, c'est bien de découvrir les films sans avoir trop de salade autour, mais juste pour dire qu'effectivement, donc Abbas Kiarostami en fait a une carrière relativement longue quand nous le découvrons en Europe, en Occident, à la fin des années 80, avec ce film Où est la maison de mon ami, qui va ensuite gagner des prix et puis qui va établir sa reconnaissance. Et on va commencer à découvrir les films qu'il avait faits auparavant, c'est-à-dire pendant les années 70 et les années 80 en Iran, notamment avec et pour des enfants, ou non, pratiquement tout son cinéma pendant les 20 premières années est fait dans le cadre d'un organisme qui s'appelle Kanoun, c'est les initiales en persan, qui veulent dire Centre pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes, et où il a créé le département en cinéma, et c'est là qu'il a réalisé un très grand nombre de ses films. On pourra, si vous le souhaitez, en dire plus, mais juste pour avancer, donc dont cette œuvre qui fait vraiment surgir un auteur, et j'ai fait partie comme critique à l'époque de ceux qui disent ah ben voilà,
un grand cinéaste, on n'avait jamais entendu parler. C'est qui ce type? Il a déjà fait genre 14 films, etc. avant, avec Où est la maison de mon ami. Et juste après Où est la maison de mon ami, il réalise un film un peu expérimental, un peu particulier, qui s'appelle Close Up, et qui... Le film qu'on va voir là, il est un peu à l'intersection de Où est la maison de mon ami, puisque les personnages du film que vous allez voir partent à la recherche des enfants qui étaient les personnages principaux d'Où est la maison de mon ami et qui vivaient dans cette région où a eu lieu ce tremblement de terre. Donc c'est quelqu'un qui a fait le film Où est la maison de mon ami, donc qui représente en quelque sorte Kiarostami, qui part à la recherche des deux enfants qui étaient ces comédiens, parce qu'on ne sait pas s'ils sont devenus, s'ils sont morts ou vivants. Et en même temps, tout le film travaille sur les rapports sur vérité et mensonge, sur réalité et fiction, peut-être mieux dit, sur lesquels on pourra revenir après le film, qui sont au cœur du film Close Up. Donc c'est pour ça qu'il y a cette continuité, cette logique qui va connaître un troisième volet directement relié à la maison de mon ami et la vie continue, qui s'appelle Au travers des oliviers, tourné dans la même région et qui sera autour du tournage d'un film dont on va entrevoir les prémices. Un des grands enjeux du cinéma de Kiarostami. On peut dire c'est un enjeu un peu réflexif ou théorique, mais qui passe toujours par de l'émotion, par des histoires, par des personnages, etc. Et ça fait partie de la beauté de son cinéma. Voilà, je crois que c'est pas forcément la peine d'en dire beaucoup plus, mais plutôt pour en reparler avec vous à l'issue de la projection. Bonne séance. Ouais, belle projection. Puisque, comme vous l'avez évoqué avant la projection, donc ce film se base sur un fait réel, le tremblement de terre qui a réellement eu lieu en 1990, et les acteurs du film vont rejouer du coup leur propre rôle de victimes des séismes sur les lieux mêmes de la catastrophe qu'ils ont vécue. Et donc on a vraiment cette idée de reconstitution du réel, mais en même temps Kiarostami essaye de modifier cette reconstitution en essayant du coup d'immiscer certains éléments fictionnels. Notamment on peut penser à la figure de l'acteur principal qui joue le rôle de double fictionnel de Kiarostami, puisque faut savoir que Kiarostami, au lendemain du coup des séismes, est retourné avec son propre fils sur les lieux du tournage de Où est la maison de mon ami. Et donc on a vraiment cette idée chez Kiarostami du cinéma qui retourne sur ses traces, qui retrouve ses traces tout en essayant de chercher sa propre vérité, de construire sa propre réalité. Et donc ce procédé, ça m'a direct fait penser au travail qu'il a effectué dans Close Up. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu ce film, donc Close Up se base sur l'histoire vraie d'un homme qui va se faire passer pour un réalisateur iranien très connu qui s'appelle Makmal Baf. Et donc et ce film, on va dire, se compose d'une double reconstitution donc, historique et juridique. Et donc ces deux films, on va dire, nous imposent un peu un doute permanent sur les questions de qu'est-ce qui est réel ou pas, qui fabrique le réel et où s'arrête la réalité. Donc Jean-Michel, j'aimerais vous poser une question sur ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus du coup sur cette mise en abîme du réel? Est-ce que cette mise en abîme du réel est une signature de Kiarostami, ou est-ce que les cinéastes auparavant ont déjà abordé cette notion de mise en réel, mise en abîme du réel dans leur cinéma? Alors, il y a beaucoup de choses en fait dans ce que vous avez dit, et qui est tout ça est tout à fait exact, hein, mais pour reprendre et peut-être déplier un tout petit peu, pour moi, il faudrait
commencer toutes les phrases par pour moi, parce que chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut à partir du film, et on n'est pas du tout obligé de le voir de la même manière ou d'être toujours d'accord sur qu'est-ce qu'on en fait. Pour moi, c'est justement une des grandes qualités du film, c'est que ça nous laisse de la place pour fabriquer nos propres réactions, interprétations, émotions, etc. À partir de ce que le film construit. Il n'y a pas d'opposition entre le réel et la fiction, mais il y a plutôt l'idée que de la fiction, et c'est clair qu'il y en a, qu'il y a plein d'éléments fictionnels dans le film, aide à s'approcher de la réalité, et que la fiction est un des chemins ou une des ressources, au cinéma en particulier. Le cinéma est de toute façon un artifice, le cinéma c'est une machinerie, c'est un appareillage, c'est des gens derrière la caméra qu'on ne voit pas, qui vont nous montrer des choses, y compris dans la forme la plus basique ou la plus minimale du documentaire, qui supposément donnerait accès comme ça à la réalité. C'est jamais le cas. Et donc, d'une certaine manière, tout le cinéma de Kiarostami, de manière différente selon les films, et entre autres celui-là, explore et met en partage combien on peut effectivement avoir affaire à de la réalité, des éléments de réel qui sont à la fois des éléments de réel matériels. Les paysages sont les paysages où ça a eu lieu. Ces gens que nous voyons sont des gens qui ont vécu ce dont il est question. Les maisons détruites, c'est pas des décors fabriqués par la régie pour le film, c'est l'état dans lequel c'est encore. Hein, c'est tourné plusieurs mois après le tremblement de terre, mais évidemment, il a été si énorme que la région est encore dans cet état-là au moment où Kiarostami va y tourner. Et donc, les ressources de la fiction, de refabriquer un personnage qui joue un rôle, deux personnages qui jouent leur rôle, en l'occurrence le père et le fils, puisque le petit garçon aussi c'est un acteur qui dans cette situation-là, à propos d'un film de fiction, puisque la raison, ça repose sur Où est la maison de mon ami, qui était lui-même un film de fiction, et donc mais dans Où est la maison de mon ami, évidemment, il y avait des êtres humains réels qui jouaient, notamment les frères Ahmadpour, puisque dans la maison de mon ami, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un petit garçon, celui qu'on voit sur l'affiche, le personnage principal, qui cherche à retrouver son copain parce que il y a eu une confusion sur les cahiers, et donc, celui qui cherche, qui s'appelle Ahmad dans le film, il a embarqué le cahier du copain, et donc le copain ne peut pas faire ses devoirs, et il faut qu'il lui ramène son cahier, sinon il va être puni, exclu de l'école, etc. C'est un peu le ressort mais dans la vraie vie, les deux acteurs qui jouent les deux copains, en fait, c'est les frères Ahmadpour, donc c'est les deux qui recherchent dans ce film-là, et on est en permanence dans des éléments fictionnels qui peuvent être minimes, savoir qu'ils sont frères ou pas frères, ou même savoir qu'il existe vraiment le film qui sert de prétexte à ce film-là ou pas. On pourrait dire c'est inventé pour ce film-là, en fait. On sait bien que ça ne l'est pas, mais ça pourrait juste être un ressort fictionnel. Ça y changerait pas forcément grand-chose. Ce qui changerait quelque chose, c'est ce qui est actif plutôt dans cette tout ce dispositif qu'est le film, c'est la manière dont on circule en permanence, dont on joue entre, on peut dire, il y a un moment que moi j'aime beaucoup dans le film, ça dure une seconde, qui est au début, quand le père dit au petit garçon de jeter la sauterelle qu'il a ramassée dehors, parce qu'on peut dire que ce qui est dehors, c'est du réel, ce qui est dans la voiture, c'est de la fiction. Ils sont fabriqués, ils ont joué, ils ont décidé qu'il allait dire ça et que l'autre allait répondre ça et tout ça. Donc on est dans une espèce de petite scène
comme de théâtre, en tout cas de fiction, dans la voiture, alors que ce qu'il y a dehors, c'est la réalité. Et il y a cette seconde où la sauterelle, elle est posée sur la vitre, c'est-à-dire sur le lieu à la fois de communication et de séparation, qui est transparent. Tout ça est très très pensé et activé par Kiarostami. C'est le premier film où il utilise de manière importante, de manière significative la voiture comme un appareil de cinéma. La voiture telle que lui il l'utilise, c'est quelque chose qui fait des travelling, soit des travelling avant, soit des travelling latéraux. C'est quelque chose qui recadre la réalité par les fenêtres. C'est cet objet un peu bizarre qui est à la fois dans l'espace, dans l'extérieur, en même temps qui est fermé et où on est à l'intérieur. Et après, pour ceux qui connaissent le cinéma de Kiarostami, il va y avoir beaucoup de voitures, y compris un film, celui qui lui vaudra la Palme d'Or 5 ans plus tard, Le Goût de la cerise, qui se passe entièrement à l'intérieur d'une voiture, presque entièrement à l'intérieur d'une voiture. Et puis il y en a un autre qui se passe entièrement à l'intérieur d'une voiture, qui s'appelle Ten, etc. Donc il va, alors là pour le coup, inventer la mobilisation de l'outil voiture pour faire tout un tas de trucs de cinéma, parce que ces films se ressemblent pas entre eux et ne racontent pas la même chose ni rien, mais comme une machine à récit et à montrer de la réalité, et que ça se déploie avec des côtés un peu joueurs, disons, notamment la séquence avec le vieux monsieur qui vient dire: j'en ai marre, vous les gens de cinéma, vous me faites faire des trucs, c'est pas moi, vous m'aviez vieilli dans le précédent film et je voulais pas être comme ça, et puis vous m'avez fait habiter dans une maison, c'était pas la mienne, et puis là, en fait là où on est de nouveau c'est encore pas la mienne, etc. Et il y a des espèces soit de couches successives, soit de petits surgissements. Le plus bizarre, il va très vite, mais qui est complètement bizarre quand même. Si on y porte attention, c'est fait exprès que ça passe, mais c'est qu'il y a un moment, donc il dit: j'ai besoin d'un bol, et on voit une assistante, quelqu'un de l'équipe du film qui arrive avec un bol sur la terrasse de la maison et qui donne le bol, quoi. C'est juste le truc qui, normalement, personne ne fait ça au cinéma, qui fait et qui fait partie de cette espèce de feuilleté qui empêche aussi, et je trouve que ça fait partie de ce qui est intéressant, d'être dans l'espèce de truc binaire, vérité, mensonge, ou réalité, fiction. Parce que tout ça est réel. Tout ça est réel. La dame qui apporte le bol, elle est réelle, mais elle n'est pas dans le même niveau de réalité que les personnages qu'on voit, ni que ceux qui sont en train de faire le film et qu'on ne verra pas. Mais du coup, on a aussi une sensation de ce rapport au réel. Alors, est-ce que Kiarostami est le premier à faire ça? Non. D'abord, il y a une histoire de ce qu'on appelle la mise en abîme, avec des outils différents. Mais Kiarostami est peut-être le grand cinéaste ayant travaillé ces enjeux-là de la manière à la fois la plus approfondie, puis la plus déployée, et puis la plus modulée de manière différente, avec donc Close-Up dont on a parlé, qui est un peu qui est très largement considéré par les gens qui réfléchissent sur le cinéma comme un des grands objets théoriques, si on peut dire, de discussion du réel et de la fiction, et de l'artifice, et des puissances du vrai de l'artifice, qui est quelque chose sur les films, mais qui est quelque chose sur les spectateurs. C'est pour nous inciter c'est une invitation, chacun et chacune fait ce qu'il veut après, mais à re-questionner nos rapports de croyance, d'adhésion au cinéma en général, ou aux images en général, y compris bien au-delà du film en particulier. Et en particulier aussi, on peut dire que le cinéma iranien a une histoire longue de cette mise en
mise en abîme, on peut dire. Le premier long métrage parlant du cinéma iranien à la fin des années 30 s'appelle Ali Aha, acteur de cinéma, et c'est déjà l'histoire d'un gars qui se retrouve à jouer un rôle, et à un moment il veut plus le jouer, et il dit mais moi je veux pas être acteur de cinéma, et je veux pas être pris dans la fiction qui est celle du film, que le film avait l'air parti pour nous raconter. Et des jeux comme ça dans des films iraniens, il y en a d'autres, donc il n'est pas isolé. Ça renvoie, pour ceux que ça intéresse, à toute une pensée qui est la pensée philosophique propre à la culture iranienne, persane si vous préférez, qui tourne autour de toute une réflexion sur laquelle il y a des montagnes de textes philosophiques sur les jeux entre les apparences et les choses plus profondes, mais pas dans les termes qui sont les nôtres, disons celles qui viennent de la pensée, la philosophie grecque pour aller vite, en Occident, qui sont les leurs, et qui se sont longtemps retraduits, notamment dans cette grande forme visuelle iranienne, ou en tout cas plutôt de culture perse, qu'on appelle la miniature, et qui elle aussi travaille sur à la fois des choses complètement irréalistes qui servent à donner accès à de la réalité. Donc c'est pas isolé. L'ensemble de ce qui se passe là, les démarches ou ce qu'il y a derrière. Après, la manière dont il le fait est singulière. Il n'y a que Kiarostami qui l'aura fait de cette manière-là. Et à mon avis, mais ça c'est chacune et chacun peut le dire, que d'une manière magnifique, qu'il n'y a pas beaucoup qu'il n'y a pas beaucoup d'égal dans cette ampleur-là, quoi. Justement, comme vous le dites, outre le fait que cette mise en abîme du réel passe par l'image à travers l'utilisation de la voiture, qui est devient un espace de narration à part entière, je trouve que selon moi, cette mise en abîme passe également par la parole, qui a autant d'importance que l'image, je trouve. Et ce qui est intéressant dans le film qu'on vient de voir, c'est que les dialogues que le réalisateur filme avec les habitants sont paradoxalement très brefs, très simples, parfois même hésitants, et pourtant j'ai l'impression qu'ils disent beaucoup de choses, notamment à travers la pudeur après les traumatismes, la façon de continuer à vivre malgré la mort, la catastrophe, etc. Et est-ce qu'on peut dire que le cinéma de Kiarostami est plus un cinéma de l'écoute qu'un cinéma de la parole, puisqu'on voit que Kiarostami joue beaucoup du coup avec hors-champ émotionnel pour montrer ce qu'on ne doit pas dire ou ce qui ne doit pas être dit. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est plus un cinéma de l'écoute Alors c'est un cinéma de l'écoute, c'est très juste de dire ça. Moi, je suis un petit peu réticent sur plus que, de commencer à faire des quantifications et des effets de balance comme ça, parce que selon les cas, rien qu'en restant avec ce film-là, c'est important qu'ils se disent, et les registres de langage, y compris des aspects auxquels nous n'avons pas accès, puisqu'il y a des accents, ils ne parlent pas exactement le même persan, les gens de Téhéran et les gens du nord, là, du Guilan, où se passe le film, et il y a un nombre important de choses qui se disent indirectement. Il y a la langue persane et la culture persane est une grande culture de la rhétorique, c'est-à-dire où on dit des choses pour vouloir dire éventuellement autre chose ou faire entendre davantage que ce qu'on dit. Et le cinéma de Kiarostami est très attentif à cette richesse-là, ou à cette complexité-là, ou à ce rapport alors, là, c'est plus visible, c'est l'audible et le non-dit mais suggéré de plein de manières, avec aussi des moments de surprise, où il accepte des situations qui se passent, aussi bien dans ce qui se dit que dans l'image. Et dans tous les films de Kiarostami, c'est rarement
au cœur, enfin au centre de l'écran ou au cœur de ce qui est montré, mais il surgit des choses en plus de ce qui était organisé. Il adore ça, au contraire, il construit un peu les conditions pour qu'adviennent des événements ou des surgissements qui peuvent aussi, dans certains cas, être des surgissements verbaux ou de langage, qui sont aussi des traces du réel d'une certaine manière. C'est le réel surgit. Alors, il y a des artifices. Kiarostami est quelqu'un qui a très tôt et très souvent utilisé le cadre de l'image, et puis il fait surgir quelque chose qui arrive d'un côté ou de manière un peu inattendue, qui apparaissent, etc. Et donc ça, c'est un artifice, c'est un artefact fabriqué par lui, mais il y a aussi des situations où il se réjouit qu'en plus de tout ce qu'il a organisé, il se passe encore d'autres choses. Et c'est un cinéma qui arrive à tirer avantage, à s'enrichir aussi bien de tous les manipulations, on peut appeler ça comme ça, les opérations concertées pour produire un effet, et de ce qui l'excède ou le surprend ou le décale dans le temps du tournage. Ça vaut pour les éléments visuels, et ça vaut aussi pour les éléments de langage, pour les éléments de formulation. Et justement, par rapport à ces non-dits, ces métaphores, j'aimerais notamment du coup aborder cette stratégie de détour, donc son rapport aux politiques dans son cinéma, donc un rapport qu'on aborde très peu, puisqu'il faut savoir que Kiarostami a vécu la révolution iranienne de 1979, ce qui a complètement mis à mal le cinéma par une censure très forte, et donc certains artistes ont choisi le chemin de l'exil, alors que lui, Kiarostami, après 1979, a décidé de rester chez lui, continuer du coup à filmer des films chez lui, tout en refusant du coup d'afficher une certaine hostilité envers son régime. Et donc moi j'avais une question par rapport à ça, parce que son choix du coup de rester en Iran est vivement critiqué, donc à la fois par les opposants au régime exilés qui définissent Kiarostami comme un cinéaste qui ne critique pas assez son régime, qui sert même de vitrine, on va dire, culturelle et respectable pour la République islamique. On peut notamment penser du coup à son film Le Goût de la cerise, qui a de base initialement été interdit par le régime, et qui a soudainement été autorisé dans le pays, du coup, après que ce film ait été récompensé par la Palme d'Or à Cannes. Et il est également critiqué, du coup, paradoxalement, par ce régime-là, qui dénonce ce cinéaste de ne pas donner une image positive du pays. Et donc j'avais une question pour vous, Jean-Michel. Comment vous interprétez du coup cette position ambiguë de Kiarostami, fois très proche de son pays, mais aussi critique du régime par son cinéma? Alors d'abord, Kiarostami a commencé à filmer en 1969, donc il a filmé 10 ans avant la révolution, 10 ans qui vont jusqu'à la Révolution. Pour être un peu plus précis sur l'histoire politique, il faut distinguer la Révolution, qui renverse le Shah, c'est-à-dire qui renverse une dictature. La censure violente, elle existait avant aussi. Et la violence de la répression, elle existait avant aussi. Il y a la Révolution, et puis il y a la captation hyper violente de la Révolution par le régime islamique et la création de la République islamique d'Iran dans les mois qui suivent, alors que c'est pas du tout que les gens qui se retrouvent au pouvoir qui ont renversé le Shah, et ceux qui prennent le pouvoir vont emprisonner et massacrer un grand nombre de ceux qui ont renversé le Shah et qui les ont portés au pouvoir. Et juste encore après, il y a le début de la guerre, puisque dès 1980, il y a l'Irak
soutenu par l'ensemble des forces internationales. À ce moment-là, Saddam Hussein est notre meilleur ami, et est armé notamment par la France, et commet des massacres très violents en Iran, bombarde les villes, etc. Et que donc cette séquence, elle est plus complexe, et avec évidemment le caractère dictatorial et répressif du régime iranien. Il n'y a pas de débat sur ça, à l'intérieur de quoi le point de vue extrêmement peu de cinéastes iraniens importants choisissent l'exil. Même, en fait, j'en connais pas. C'est-à-dire les cinéastes iraniens importants que nous connaissons, il y a une histoire du cinéma d'auteur iranien, disons, qui commence au début des années 60, avec des gens comme Merjoui, comme Chirdel, etc. Et puis Naderi, Kiarostami, et plus tard, un peu plus tard, Makhmalbaf, etc. Personne ne s'en va à ce moment-là. Naderi partira 10 ans après, mais sur le moment, donc quelles que soient les pressions, les contraintes très, très lourdes qu'effectivement ils subissent dans la première décennie, en particulier du régime islamique. Pour simplifier, il y a des gens qui sont partis, plutôt des vedettes, des acteurs qui étaient très liés à un type de cinéma populaire de l'époque d'avant, qui était un cinéma très macho, très sexiste, très violent, mais qui étaient d'immenses stars liés à l'époque d'avant, et qui, eux, alors sont maltraités par le nouveau régime et quittent l'Iran pour les États-Unis, pratiquement tous. Pour le reste, les cinéastes restent, et Abbas Kiarostami, c'est un sujet très souvent eu l'occasion de discuter. Lui, il disait, mais moi je fais des films, je ne sais pas faire de films ailleurs que dans mon pays, et je fais des films pour que les gens de mon pays d'abord les voient. Il était très content de la reconnaissance internationale, et elle lui a servi, elle l'a aidé, elle l'a protégé. Ça, c'est le dernier film Kanoun, donc le dernier film produit par cet organisme du cinéma pour les enfants et les adolescents, le petit oiseau qu'on voit au début et à la fin du film, le sigle du Kanoun. Après, il va être produit par les Français, pour aller vite, par des sociétés de production françaises. Et ça va lui donner une liberté de travail à partir du film suivant, à partir de travers des Oliviers. Et il va essayer toujours de continuer à travailler en Iran jusqu'au moment où les contraintes qui pèseront sur lui à cause de l'état du régime l'empêcheront, et ce sera que les 2 derniers films, un film tourné en Italie, copie conforme, merci, et un film tourné au Japon, avec Someone in Love, qui sont des films très très différents de tout son cinéma, qui était un cinéma ancré dans son pays. C'est un cinéma qui n'a pas de... S'il avait fait des films pour dire c'est un ramassis de pourris et de salopards, les films n'auraient pas existé du tout. Donc c'est ce qu'il ne fait pas. En revanche, une des caractéristiques qui pour moi était très, très frappante dans le cinéma de Kiarostami, c'est quand vous êtes en Iran, y compris quand tout est détruit, comme dans le film qu'on vient de voir, des signes de présence du régime, il y en a partout. C'est écrit en gros, il y a des images de l'imam Khomeini, il y a des images des dirigeants, de leur figure, etc. Dans le film, il y a 0. C'est-à-dire que c'est pour filmer dans la réalité sans que n'apparaisse jamais aucune image mettant, même juste attestant, c'est même on pourrait dire c'est une faute en termes de réalisme, puisque ça fait comme si le paysage iranien n'était pas saturé de signes de son occupation politique, idéologique et religieuse par le régime de la République islamique. Et ça veut dire qu'on sait ce qu'on cadre et on sait ce qu'on ne laisse pas rentrer dans le cadre, plan par plan. C'est une...
c'est une des manières de continuer de filmer en Iran, de filmer les gens qu'il a envie de filmer et pour qui il a envie de filmer, en donnant le moins de proximité ou de connivence avec le régime en place, avec lequel il avait pas de bon rapport. Et juste pour ce que vous avez mentionné, le goût de la cerise, quand il rentre du Festival de Cannes avec la Palme d'Or, il y a des gens du régime qui l'attendent à l'aéroport avec des battes de baseball pour lui casser la tête. Parce que Catherine Deneuve lui a fait une bise sur scène, ce qui est contraire à la charia, ou en tout cas à l'idée que ces gens-là se font de la loi islamique. Et il y a d'autres gens qui viennent et qui vont le protéger. Et donc ça cristallise une conflictualité, y compris au moment de la Palme d'Or. Alors oui, les Iraniens, on peut le dire assez largement, sont fiers et contents d'avoir une Palme d'Or. C'est à peu près pareil dans n'importe quel pays du monde, y compris quand ce sont des cinéastes mal vus dans leur propre pays. Ça devient une espèce d'honneur national. Moi, j'ai beaucoup vécu avec des cinéastes dissidents chinois qui, quand ils ont été récompensés ici, tout d'un coup, ça faisait les titres de la presse chinoise qui n'empêchait pas éventuellement les films d'être interdits ensuite, mais c'était un Chinois qui avait l'excuse officielle du régime, qui a réalisé des dizaines de films à la gloire du régime, qui s'appelle Hatami Ikia. Il a fait un film où le méchant, c'est Kiarostami. C'est un personnage de réalisateur avec des lunettes fumées, qui a du succès à l'étranger, qui fait des films qui plaisent pas au grand public en Iran, etc. Et qui est égoïste et qui, dans la fiction du film, prend la place de gens qui ont besoin d'être soignés pour défendre ses intérêts. Et donc c'est un film très violemment dénonciateur. Donc Kiarostami n'est pas du tout n'a pas bénéficié d'une bienveillance particulière du régime sur place. Après, lui, il redisait, moi, tant que je pourrais faire les films que je veux faire en Iran, je reste là. Après, alors ça s'inscrit aussi dans une histoire longue qui fait que au tournant du 20e, 21e siècle, autour de l'année 2000, il va se mettre à faire des choses différentes avec le cinéma. Après, bon, là, il y a, au travers des Oliviers, après ce film-là, le goût de la cerise et Le vent nous emportera, qui sont, disons, le bout d'une carrière de long métrage, un peu tourné sur pellicule, tourné avec des moyens du cinéma classique. Ensuite, il va rentrer dans d'autres formes cinématographiques, à partir d'un film très passionnant tourné en toute petite caméra vidéo, ABC Africa en 2000, et puis des choses plus expérimentales qui sont la période d'après, et puis jusqu'au moment où il vivra qu'il n'arrive plus à faire ce qu'il veut en Iran et que là il sera obligé de tourner à l'étranger. Et donc finalement, même si Kiarostami ne se considère pas comme militant, n'a pas une démarche militante dans son cinéma, est-ce qu'on peut dire que son engagement politique passe par la poésie, notamment quand on voit du coup le chemin zigzag dans le film et la vie continue qu'il explore notamment dans d'autres films? Est-ce qu'on peut dire que ces chemins en zigzag est un peu une métaphore de l'idée de toujours se frayer un chemin coûte que coûte, malgré la censure? Est-ce que voilà, c'est un geste politique de résistance? Donc, est-ce qu'on peut dire que Kiarostami utilise la poésie pour... Moi, je trouve pas indispensable de lui accoler la résistance politique. Lui aurait dit non. Lâchez-moi avec ça. Mais juste mais la poésie était presque, si elle est plus importante pour lui, c'est très très important pour énormément d'Iraniens. C'est un peu un cliché de le dire comme ça, mais qui n'est pas faux, que des gens dans la rue, les chauffeurs de taxi, vous récitent du Hafez par centaines et centaines de vers
comme ça, dans la conversation, qui a un rapport très puissant. Abbas Kiarostami a écrit et publié plusieurs recueils de poèmes, les siens. Il a publié des recueils de poésie moderne iranienne, pas les siens, et de poésie classique aussi. C'était hyper important pour lui, la poésie. Je dirais que sa liberté est là. Est-ce que appeler ça du militantisme politique me semble un peu inapproprié par rapport à Kiarostami et par rapport aux vrais militants politiques, qui n'étaient pas. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais les recherches formelles, langagières et à travers la poésie et visuelle, puisqu'il était aussi photographe, une œuvre photographique considérable, et il a été peintre un peu, et puis il a été artiste visuel au sens où il a fait des installations vidéo, des œuvres audiovisuelles, mais plutôt destinées aux galeries qu'à la salle de cinéma, était quelqu'un qui, pour moi, mettait en partage des formes de liberté dans un régime qui est extrêmement oppresseur sur toutes les formes de liberté, et il ne faut pas lui prêter d'avoir été autre chose que ça, mais ça il l'a été puissamment et de manière très très riche et à mon avis émouvante, et c'est ça qui nous a laissé, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai deux questions, enfin il y a deux points. Premièrement, sur la poésie, il y a un plan moi, qui m'a vraiment intéressé. Il est dans la maison qui sera reprise à travers les oliviers, la maison bleue, là. Et puis il cadre un mur, il cadre, il voit derrière ce qu'il y a derrière le mur, il voit une espèce de paradis qui caractérise ce coin de... Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose, au milieu d'un bordel infini qu'est ce tremblement de terre, il arrive à voir en cadrant quelque chose de manière précise, quelque chose de très beau. Est-ce que ça, c'est effectivement une prise en compte cinématographique d'une poésie possible? Et le deuxième point, c'est Voltaire avait écrit en son temps sur le tremblement de terre de Lisbonne en prenant des options théologiques ou anti-théologiques. Là, ce qu'il raconte quand même, c'est très grave, mais après tout, c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est comme ça, et on va s'en sortir. Comment ça a été reçu par les mollahs? Alors, sur la première question, la réponse est oui. Alors là aussi, c'est cette question de la découpe, et de quelque chose au-delà qui apparaît et qu'on retrouve sous des formes différentes dans beaucoup de films de Kiarostami, y compris différemment dans le film suivant où on reverra la même maison avec le même personnage, Hossein, l'homme qui met les chaussettes blanches, et qui est le personnage principal du film suivant, Au travers les oliviers, avec la vraie histoire de sa relation à la fois avec le personnage de sa femme et avec la jeune fille qui joue sa femme, qui n'est pas celle qu'on voit dans le film, mais une autre. On reverra le même lieu, mais c'est pas la même chose qu'il y a dans l'espèce de fenêtre là, qui apparaît. Et c'est un dispositif visuel qui est là aussi très présent dans la miniature persane, et qui laisse entrevoir qu'il y a un autre monde que le monde dans lequel on est. Et même très souvent, il n'y en a pas que deux, quoi. Il n'y a pas que la surface et ce qu'il y aurait derrière, mais il y a des états du monde qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement dans une logique de couches toujours dans le même sens, mais qui ont des formes d'existence ou des formes de présence et auxquelles on peut donner accès ou qu'on peut suggérer, et par des moyens visuels, y compris hyper simples, genre il y a un trou dans le mur et puis il y a quelque chose qu'on entrevoit. Et vous avez tout à fait raison de remarquer ce moment-là. En fait, il a des variantes dans le film. Et puis l'autre question, je ne vais répondre que
de ce que j'en sais, sans être certain que ça couvre tout ce qui s'est passé. À ma connaissance, comme je le perçois, ce qui se dit dans le film sur c'est la faute de Dieu, c'est pas la faute de Dieu, c'est assez gonflé par rapport à la règle, c'est de toute façon c'est Dieu qui décide de tout, et quand le petit garçon dit c'est pas Dieu, c'est le tremblement de terre, c'est un phénomène physique et pas c'est un blasphème, hein. Ça va pas du tout normalement de dire un truc pareil. C'est un petit garçon qui le dit, ça passe, on n'insiste pas dessus, mais ça fait quand même entendre quelque chose qui n'est pas du tout comme on est censé parler dans la vraie vie, et a fortiori montrer au cinéma. À ma connaissance, ça n'a suscité aucun problème particulier. Il n'y a pas eu ni d'interdit, ni de répression, ni de commentaires particuliers sur ce film-là. Le film, quand il sort en Iran, alors il faut comprendre, c'est un peu compliqué, mais les films du Kanoun, c'est dit dans le film aussi, parce que tout est dit dans le film. C'est dit dans le film, les films du Kanoun ne sortaient pas dans les cinémas. Ils sortaient dans un circuit particulier qui était les salles du Kanoun, c'est un peu l'équivalent de ce qu'ont été les maisons des jeunes et de la culture dans la province française, dans les villes et les petites villes ou les banlieues de France. C'est des lieux dédiés, des centres culturels où les enfants viennent faire de la pâte à modeler, et puis les plus grands peuvent faire de la danse, où il y a des bouquins et il y a de la lecture, y compris c'est une bizarrerie dans la République islamique, puisque c'est la seule institution héritée du Shah que le régime va garder. C'est créé par la femme du Shah en 61, le Kanoun. Il n'y a pas de cinéma à l'époque, c'est d'autres activités culturelles et artistiques. Et c'est quand Kiarostami y arrive en 69 qu'ils vont y ajouter le cinéma. Et donc, c'est pas comme une sortie en salle normale dans la ville. C'est d'abord, on y emmène plutôt les enfants, et d'autre part, alors ça pouvait être censuré aussi, ça n'échappait pas à la censure, mais ça n'était pas tout à fait soumis au même régime, ce qui a donné beaucoup de liberté. Le Kanoun avait, pour Kiarostami, mais pour à peu près tous les grands cinéastes iraniens des années 70 et 80, font les meilleurs films du cinéma iranien, et parmi les plus beaux films de toute l'histoire du cinéma, dans des conditions de liberté relative qu'ils n'auraient pas eu dans le système industriel ou normal du cinéma iranien. Plus, il y a une énorme émotion encore. 45 000 morts, c'est quand même et plus 45 000 morts, ça veut dire des centaines de milliers de blessés, ça veut dire une immense région en ruine, etc. Et c'est pas fini, hein. Il y a quelques années plus tard, il y aura à l'autre bout du pays un truc presque aussi pire, hein, à Bam. Donc l'Iran est un pays soumis au tremblement de terre très violent et très destructeur. Et donc entre le fait que quand même c'est un film qui rend hommage aux victimes et tout, et le fait que c'est pas hyper agressif, à ma connaissance, ça n'a pas donné lieu à une réaction négative ou agressive des autorités. Je pense qu'on pourra clôturer cette séance, mais avant de la clôturer, j'aimerais dire deux choses. D'abord, n'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux sociaux, Instagram, Le Dernier Mot Trop. Nous avons également un site internet qui s'appelle Le Dernier Mot Trop, dans lequel nous mettons en ligne du coup des critiques, des articles et également des interviews. Et nous éditons annuellement une revue. C'est le nouveau numéro de notre revue qu'on a lancé en octobre dernier. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous la procurer. Donc si vous voulez l'acheter, allez voir Raphaël. Et avant de finir, du coup, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est une citation. Du coup, la tradition du ciné-club, c'est toujours de finir la séance par une citation. Donc j'aimerais citer une citation de Bertolt Brecht, qui est un dramaturge et poète marxiste allemand,
disait que l'art n'est pas un miroir que l'on promène devant la réalité, mais un marteau avec lequel on façonne le monde. Donc je trouve que c'est une très belle citation qui résume le cinéma de Kiarostami dans le sens d'un art qui ne reflète pas simplement la réalité, la vie en tant que telle, mais également qui essaie d'imaginer du coup une autre façon de la regarder et de la confronter. Donc, merci à vous.